abstentions? Il est donc ainsi décidé. J'en appelle donc l'ordre du jour. Pas de communication de ma part cette fois-ci. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération qui étaient concernés avec les responsables et présidents de groupe. 3 interventions du groupe avec vous pour Waterloo sur les rapports 5, 9 et 16. Donc confirmé. Une intervention du groupe Waterloo passionnément sur le rapport numéro 16. Je n'ai pas été saisi d'autres demandes d'intervention. Donc il n'y en a pas. Alors il y a des... je dois faire voter cet ordre du jour. Il y a des votes contre, des abstentions. Il est donc adopté. J'en appelle donc précisément à l'ordre du jour. Je rappelle que les rapports présentés ont été soumis à l'examen de plusieurs commissions. D'abord la commission des finances, économie et administration générale. L'autre commission, le développement durable, urbanisme et travaux. Et enfin, puisqu'il y avait des sujets qui en relevaient, à la commission éducation, jeunesse et sport. On en arrive d'ores et déjà au rapport numéro 1 à 5 qui sont sous mon timbre, et il me revient de vous présenter d'abord les rapports numéro 1 à 2, c'est-à-dire, on fera une pause après ces 2 rapports, si j'ose dire, les rapports relatifs au compte de gestion 2023 et au compte administratif 2023. D'abord, sur le compte de gestion, et je vous propose de faire voter le compte de gestion une fois que j'aurai fait la présentation du compte administratif dans un instant. Donc, rapport numéro 1, il s'agit du compte de gestion qui constitue, comme vous le savez toutes et tous, la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur. Il est le préalable au vote sur le compte administratif et ces écritures sont les mêmes que celles du compte administratif en tout point. Je soumettrai, comme je viens de le dire, ce compte de gestion au vote après vous avoir présenté le compte administratif puisque ce sont les mêmes chiffres. S'agissant du compte administratif, le rapport numéro 2, dit du maire, vous le savez, pour l'exercice 2023, mes chers collègues, au terme de la législation en vigueur, ça aussi, vous le savez, le maire ne peut présider la séance au cours de laquelle le compte administratif est voté, il peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote. Procédure légale. Toujours, qui peut paraître curieuse lorsqu'on nous regarde, et je rappelle donc effectivement pour nos auditeurs que je salue par ailleurs. Conformément à l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de placer la séance sous la présidence de Madame Myriam De Smet, première adjointe. Êtes-vous d'accord pour confier la présidence à Madame De Smet? Si vous n'étiez pas d'accord, ce serait gênant, mais ça ne changerait pas grand-chose, il faut bien reconnaître, c'est la loi d'ailleurs. Bon, pas d'objection, je suppose. Bien, bah écoutez, Madame De Smet, vous avez la présidence et je me tais temporairement. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Je vous précise que le compte administratif a été présenté en commission finances, économie et administration générale le 18 juin 2024. Je donne la parole à Monsieur le maire pour la présentation du compte administratif 2023 avec une projection numérique. Je vous rends la parole, Monsieur le maire. Je la reprends volontiers, Madame la première adjointe, le temps que le projecteur se mette en place, qu'on ôte son cache, qu'on éteigne les lumières, et je vais me faire, sinon, ah oui, il faudrait peut-être que j'ai un petit peu de lumière ici, un minimum s'il vous plaît, voilà. De ce côté-ci. Bon, je vais essayer, pas trop. Non. Bon, ça ira. Voilà, là c'est parfait. Très bien. Bien, allez, mes chers collègues, je vais essayer de le présenter aussi rapidement que précis, mais c'est un acte important dans la vie municipale que celui du compte administratif, et dont vous savez qu'il retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année écoulée. Il est en quelque sorte le bilan financier de l'année 2023. Vous le savez aussi, au cours de l'année 2023, s'agissant des décisions budgétaires, le Conseil municipal aura voté, d'une part, le budget primitif, le 9 février 2023, et 2 décisions budgétaires modificatives ultérieures. Le compte administratif se compare donc à ces décisions votées. Rappelons en effet que les budgets primitifs et modificatifs sont des données prévisionnelles et que le compte administratif retrace, lui, la réalité des choses, c'est-à-dire les dépenses effectivement réalisées. Troisième remarque préalable, si le compte de gestion est tenu par un comptable public, en l'occurrence le SGC de Tourcoing, le compte administratif est, lui, la comptabilisation faite par les services municipaux. Compte administratif et de gestion doivent présenter les mêmes écritures et les mêmes résultats. Vous les avez et les uns et les autres, et je pense que vous avez fait le rapprochement.
Le vote du compte administratif n'est pas un vote de fond, portant sur la nature des dépenses et des recettes réalisées, mais un vote qui certifie la qualité de l'exécution budgétaire essentiellement. Enfin, c'est une particularité de la vie municipale, je viens d'y faire allusion, en vertu de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales. Pour le vote du compte administratif, le maire doit je cite, doit se retirer au moment du vote et laisser la présidence du conseil municipal à son premier adjoint, ce que je ferai, rassurez-vous, madame, dans un instant. Comme les années précédentes, je vous propose d'examiner ce compte administratif 2023 sur la base de 3 focales. La première, l'exécution budgétaire. La deuxième, le résultat, l'exercice 2023. Et enfin, l'évolution de la situation financière de la ville en troisième point. L'exécution budgétaire, elle aura été vertueuse. En effet, lorsque on élabore un document tel que le budget primitif, un gestionnaire public doit éviter un certain nombre de choses. D'abord, de sous-estimer des dépenses, s'il a prévu des dépenses qui sont inférieures à leur réalisation, et si par ailleurs, il a aussi prévu des recettes qui seraient supérieures à ce qui serait véritablement encaissé, il aurait évidemment un budget qui aurait été qualifié d'insincère. Ce n'est pas du tout le cas, effectivement, à Wattrelos, à l'inverse, puisque ce compte administratif souligne, d'une part, comme je vais le montrer dans un instant, que les dépenses auront été plus faibles que prévu, donc il y a eu aussi des efforts d'économie en gestion, et que les recettes auront été meilleures que prévu, malgré l'effondrement national des DMTO, c'est-à-dire des droits de mutation, je les évoquerai dans un instant. Alors examinons-les très rapidement, ces conditions de l'exécution budgétaire. En dépenses, les charges générales 1061, budget primitif et décisions modificatives 909 réalisées, 85% d'exécution. En personnel 3619 prévu, 3579 réalisé, c'est-à-dire 98,8% d'exécution. Les subventions 595, 591. Les charges financières de 20, 217, 98,6%. Bref, des dépenses totales qui auront été inférieures de 1,79 million d'euros à l'arrivée par rapport à ce qui avait été prévu. Du côté des recettes, comme je le disais, nos recettes ont été supérieures à ce qui était prévu. Les produits des services de 46, de 59, donc une réalisation de 105,3%. Nous retrouvons d'ailleurs à peu près le niveau des produits des services de l'avant Covid, qui avait plongé à ce moment-là. Du côté des impôts et de la fiscalité, une baisse très significative. 31,07 millions d'encaissés, prévu 30,41 d'encaissés, soit un taux de réalisation d'exécution de 97,9. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a eu, comme je le disais, un effondrement des droits de mutation. C'est le marché immobilier. C'est des recettes, ce qu'on appelle les frais de notaire, qui arrivent aussi une partie dans les poches du département, une partie dans les poches des communes. Pour la ville, nous avons perdu 740 000 euros en 2023, puisque les chiffres encaissés c'était de 1 666 000 en 2022, et on est passé à 921 000 encaissés en 2023. Donc une perte de 740 000 euros. Du côté des dotations, c'était un peu meilleur que prévu, 22,81 millions au lieu de 21,93 prévu. Bref, des recettes totales qui, malgré la baisse des MTO, auront été meilleures de 0,67 millions d'euros par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Nous sommes, comme vous le voyez donc, prudents dans les prévisions budgétaires, prudents à la fois sur les dépenses et sur les recettes, et nous sommes, comme vous le voyez aussi, sérieux dans l'exécution, puisque il n'y a pas eu de dérapage des dépenses et qu'il y a eu une amélioration même des recettes. Voilà pour l'exécution budgétaire que j'ai qualifiée de vertueuse. Le résultat, deuxième point, ce résultat, il est en amélioration en 2023 par rapport à 2022. Pourquoi ? Grâce à des dépenses encadrées et des recettes qui se consolident durablement. Les dépenses, tout d'abord, petit coup de projecteur. Les dépenses ont augmenté moins vite que l'inflation au cours de l'année 2023. Elles sont passées de 52,26 millions d'euros en 2022 à 54,30 en 2023. Et en 2023, la poussée inflationniste qu'on avait connue sur l'énergie et l'alimentation de 2022 s'est un peu repliée, elle s'est ralentie plutôt, une diminution sur l'énergie, ralentissement sur l'alimentation, mais en 2023, la poussée des dépenses, ça a surtout été celle du personnel et des charges d'intérêt qui ont fait augmenter les dépenses
Comme vous le voyez sur ce qui vous est projeté, les charges générales sont passées de 9,60 à 9,09, les dépenses de personnel de 34,54 à 35,79 d'une année sur l'autre, soit une augmentation de 3,6%, les subventions de 5,79 à 5,91 et les charges financières d'1,72 à 2,17 millions. Baisse, disais-je, des charges générales assez significative, de l'ordre d'à peu près 500 000 euros, grâce à une baisse des factures d'électricité pour 234 000 euros, baisse des factures de carburant pour 28 000 euros, et un fait, j'allais dire c'est un one-shot, en 2022, ces charges avaient été gonflées parce que nous avions dû reconstruire le bâtiment de la salle de sport Saint-Guilain qui avait été détruit par un incendie, donc on ne l'a pas refait évidemment en 2023, ce qui nous permet d'économiser 303 000 euros. Au total, disais-je, les dépenses ont augmenté de 2,7%, soit moins vite que notre cible, qu'on avait pourtant fléchée lors du débat d'orientation budgétaire 2023. On avait anticipé une évolution des dépenses de 3 à 3,5%. Je veux souligner ce point parce que déjà à l'époque on avait dit cible de 3 à 3,5%, c'était pas si facile que cela à tenir et on a réussi à faire 2,7, ce qui est plutôt remarquable et témoigne d'un réel effort de maîtrise. Alors les dépenses qui ont progressé, je l'ai dit, ce sont celles des dépenses de personnel. Elles s'expliquent, vous le savez, par l'effet en année pleine de la revalorisation de 3,5% au 1er juillet 2022 des points d'indice, des 1,5 points d'indice de juillet 2023, 1,5% pardon, juillet 2023. Le plan d'intégration des contractuels, 61 ont été intégrés, ce qui a impacté le régime indemnitaire. Et enfin, la prime pouvoir d'achat, que nous avons d'ailleurs tous voté cet automne. Tout cela fait que ces dépenses de personnel ont été poussées à la hausse, malgré le nombre plus important des départs que des arrivées, qui a eu un effet modérateur, mais qui n'a pas permis d'éviter la poussée des dépenses de personnel. S'agissant des charges financières, là aussi, je l'ai dit lors de la présentation du budget, cette évolution des charges financières n'est pas liée à une augmentation de l'endettement, au contraire, et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est l'évolution des prêts indexés sur le livret A. Je rappelle que le taux du livret A est passé de 0,5 à 2% en 2022 et ensuite à 3% en 2023, ce qui veut dire une multiplication par 6 du taux du livret A, ce qui a évidemment pousser à la hausse un certain nombre de nos charges d'intérêt, dans une moindre mesure aussi les charges d'intérêt qui sont indexées sur le Euribor, c'est-à-dire sur le monétaire. Voilà pour l'évolution des dépenses. Les recettes, elles, ont augmenté nettement plus vite. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, pour nos comptes, on le verra dans un instant. Elles sont passées de 54,91 millions d'euros en 2022 à 56,87 millions en 2023, soit une augmentation de 3,6%. 3,6% d'augmentation des recettes, c'est-à-dire le même chiffre qu'en 2022, malgré la baisse du taux de taxe foncière que notre conseil municipal a voté en 2022 et en 2023. Du coup, pour regarder rapidement ces recettes, les produits des services sont passés de 2,48 à 2,59. Les impôts perçus de 29,80 en 2022 à 30,41 en 2023. Je parle en millions d'euros, bien sûr. Du côté des dotations de l'État, 21,66 millions en 2022, 22,81 en 2023. Au total, l'ensemble de nos recettes est passé, comme je le disais il y a un instant, de 54 915 kg euros à 56 867 kg euros, c'est-à-dire une variation de 1952 kg euros, donc une augmentation de 3,6%. Des dépenses qui augmentent, mais des recettes qui augmentent plus vite que le rythme des dépenses. Évidemment, ça améliore le résultat. Le résultat de 2023 est meilleur qu'en 2022. Il progresse même de 25%. La hausse de 2,7% des dépenses nous a coûté 1 442 000 euros de plus, mais la hausse plus forte des recettes de 3,6% nous a rapporté 1 952 000 euros. Donc, comme vous le voyez, ça crée, entre les recettes et les dépenses, un écart qui joue sur le résultat, une majoration du résultat de 510 000 euros. De fait, celui-ci, qui était de 2 055 000 euros en 2022, passe à 2 565 000 euros en 2023. Cette amélioration de 25% du résultat dans nos comptes se traduit favorablement sur notre épargne. L'épargne brute passe de 3,14 en 2022 à 3,84 millions en 2023, c'est une augmentation de 22%. Et l'épargne nette se redresse nettement et redevient positive. Elle est positive à 202 000 euros après avoir été négative de moins 497 000 euros en 2022 et positive déjà de 392 000 euros en 2021.
J'ai examiné le compte administratif du point de vue de l'exécution budgétaire, du point de vue du résultat. Troisième focale sur la situation financière de la ville. Évidemment, vous l'aurez deviné, avec un résultat meilleur en 2023 qu'en 2022, il est évident que la situation financière de la ville se consolide en 2023. Et regardons ce qui se passe d'ailleurs du côté du fonctionnement, puisque le résultat progresse, l'assise financière qui était déjà d'un très bon niveau s'améliore sensiblement. Sur le côté gauche du slide qui est projeté, on examine l'évolution du résultat de gestion et on s'aperçoit que, bien qu'il ait été freiné par la poussée des dépenses, le résultat obtenu, 2 565 000, est le troisième meilleur résultat depuis 10 ans, mais il ne retrouve pas les pics de 2019 et 2021, où là où nous dépassons les 2,9 millions. J'ai réduit donc évidemment l'optimisme de ce résultat en faisant référence à 2019 et en 2021, mais je peux réaccroître l'appréciation favorable de ce résultat en notant qu'il est quand même 5 fois celui de 2015 et qu'il est 12 fois celui de 2017. Voilà pour le résultat de gestion. Si on regarde le résultat cumulé de fonctionnement, c'est-à-dire qui s'additionne aux années précédentes, ce résultat cumulé, c'est la véritable assise financière de la ville. Et fin 2023, il est à un niveau qui n'a jamais été atteint antérieurement, puisque comme vous le voyez sur la partie droite du slide, il est à 8 883 000 euros. Il est donc ainsi 2,5 fois celui de 2016. Il est 25% supérieur à celui de 2020. Quelles leçons tirer de l'évolution de ces chiffres? J'ai parlé que du fonctionnement. Si on veut avoir une appréciation exhaustive de la situation financière de la ville, il faut aussi tenir compte de l'investissement. Et ce que l'on peut dire, justement, en matière de leçons de ces évolutions, c'est qu'après avoir su absorber les chocs inflationnistes, l'énergie, l'alimentation de 2022, la ville a su aussi absorber ceux liés à l'évolution du personnel et des intérêts en 2023. Et ce faisant, en réussissant à accroître l'autofinancement de ces investissements. Le résultat cumulé de fonctionnement 2023, je l'ai dit, 8 883 000. Le résultat cumulé d'investissement, c'est un déficit 779 000 euros. Quand on fait la somme arithmétique des deux, fonctionnement et investissement, le résultat global des comptes de la ville à fin 2023 est donc de 8 104 000 euros. Là encore, vous le voyez, ces résultats consolidés sont à un niveau parmi les plus élevés depuis plus de 10 ans, tel qu'il figure sur le graphique qui vous est présenté, assez proche de celui de 2022. On était à 8 291, nous sommes là à 8 104. C'est ce résultat qui assure notre trésorerie. Cette trésorerie, ce résultat, je note, représente quand même 2 mois et 24 jours d'une paye mensuelle. C'est donc un pilier solide. Et notre autonomie financière, comme nous le voulions, s'est renforcée nettement puisque nous avons réalisé en 2023, comme en 2022, comme en 2021, comme en 2020, comme nous le faisons régulièrement, une opération qui consiste à lever un volume d'emprunts inférieur au remboursement que nous faisons. 2,9 millions de nouveaux emprunts pour 2023 contre 3,6 de remboursement. C'est donc une baisse de 700 000 euros du stock de dette, après moins 0,2 millions en 2022, moins 0,8 millions en 2021 et moins 0,7 millions d'euros en 2020. Voilà, mes chers collègues, les 3 focales que je voulais faire. Et donc, pour conclure, s'agissant de la situation financière de la ville, vous permettrez de faire rapidement 3 remarques finales. Première remarque, la ville réussit à affronter les chocs successifs sur ses recettes. Je l'ai déjà dit ici, c'est le problème majeur de Waterloo. Waterloo n'a pas de problème de ses dépenses, elle n'a qu'un problème de ses recettes. Depuis les années 2000, la ville, avec la démolition de ses friches industrielles, je rappelle, le Peignage, la Lénière, Saint-Liévin, a perdu beaucoup de ses bases foncières, et en perdant ses bases, elle perd autant de produits fiscaux, et donc beaucoup de recettes. Encore très récemment, et je vous soumets ces chiffres à votre analyse, parce que même si vous avez les chiffres chaque année dans les documents budgétaires, et au moment des préparations des débats d'orientation budgétaire, il n'est pas certain que vous les ayez mis, et les uns et les autres, en perspective. En 2019, nous avions 23,3 millions d'euros de base d'imposition.
Elles ont baissé régulièrement ensuite. En 2020, elles ont baissé à 21,8 millions d'euros. Elles ont encore baissé en 2021 à 20,2 millions d'euros. Elles n'ont commencé à remonter qu'en 2022 à 21,06 millions d'euros, en 2023 à 22,6 millions d'euros et en 2024, les bases prévisionnelles, elles sont à 23,49 millions d'euros. Comme vous l'avez vu sur ces différents chiffres, il y a eu un décrochage en 2019, un choc sur nos recettes que nous ne réussissons à compenser finalement qu'en 2024. Pourquoi ce choc ? Bien parce qu'entre 2019 et 2020, il y a eu la démolition des locaux industriels de la Redoute, ce qui représente une perte de 1,8 million d'euros de base suite à la vente en juin 2018 à SIG, c'est-à-dire l'entreprise qui a construit les entrepôts LOX. Donc, démolition de la Redoute, perte des bases, perte de produits fiscaux, perte des recettes. Et entre 2020 et 2021, nouvelle perte, comme vous l'avez vu, parce que suite à la loi de finances pour 2021, il y a eu réduction de 50% des bases foncières des locaux industriels. Donc, deux baisses successives, 2019-2020, 2020-2021. La conclusion est donc que, malgré les revalorisations des valeurs locatives, les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties à Wattrelos ne sont en 2024, une petite erreur sur la projection, ne sont en 2024 supérieures que de 0,8% à ce qu'elles étaient en 2019. Il faut pouvoir avoir cette référence à l'esprit. Encore une fois, le problème majeur pour la ville, c'est un problème de ses recettes liées au fait que anciennes villes d'entreprises industrielles, ces entreprises ont été fermées, elles ont aussi ensuite été progressivement démolies, et à chaque démolition, nous perdons de la ressource fiscale, et donc ça pèse sur nos recettes, et il nous faut donc retrouver progressivement des nouvelles recettes. Deuxième remarque, la ville, en réduisant progressivement son endettement, a renforcé son autonomie financière. La ville, je l'ai déjà dit tout à l'heure, s'est fixée pour stratégie de calibrer son programme d'investissement en tenant compte de son autofinancement de manière à rembourser davantage d'anciens emprunts que de lever de nouveaux. Comme vous le regardez sur le graphique de la page suivante, le poids de la dette qui était supérieur à 100% de nos recettes de fonctionnement, et cela pendant plus d'une quinzaine d'années, vient de repasser en dessous du seuil des 100% en 2022 et cela se conforte en 2023. La pente, elle est très claire et elle est le signe, en effet, du desserrement de la contrainte financière et du renforcement de l'autonomie financière de la commune. Enfin, troisième remarque, la ville s'est engagée dans une réduction progressive de sa fiscalité locale, donc la taxe foncière sur les propriétés bâties. Vous le savez, notre conseil municipal a baissé 4 fois sur les 5 dernières années le taux de taxe foncière. Moins 0,40 points en 2020, moins 0,29 en 2022, moins 1 point en 2023 et moins 0,30 points encore en 2024. Au total, cela représente presque 2 points de taxe foncière sur la période 2020-2024, soit une diminution de 4%. À l'inverse, parce que parfois on peut se désoler, mais quand on regarde les autres, il arrive plus facilement qu'on se console. À l'inverse, disais-je, faut-il le rappeler, sans revenir sur la hausse pharaonique de Paris et ses 52% d'augmentation en 2023, en 2024, citons les augmentations décidées dans d'autres communes de taille, soit supérieure, soit comparable à la nôtre. Saint-Étienne, augmentation de 14,1%, Nancy, plus 13,4%, Montreuil, plus 5%, Nice, plus 15%, soit 6,4 points, et Annecy, plus 13,4%. Tout ça en 2024. Je rappelle que nous, c'est moins 0,30 points. Ou encore Besançon, Clermont, Grenoble. La liste n'est pas exhaustive. Et je rappelle, plus près de nous, en 2023, les augmentations qui sont intervenues chez les communes voisines, je pense à Faches-Tuménil, 12 points, à Luhain, 3,8 points, M, 2 points, Lambersart, 0,75 points, plus 0,75 points, Mont-Saint-Barreuil, plus 1,23 points, Villeneuve-d'Ascq, plus 3 points. Au final, mes chers collègues, et pour conclure, vraiment, que puis-je dire ? Eh bien, tout simplement que grâce au travail de fond que nous menons sur nos bases imposables, avec les investissements économiques et d'habitat, grâce au travail que nous menons aussi sur notre désendettement et à l'allègement de notre fiscalité, et en dépit des pressions inflationnistes exogènes qui sont subies, je pense à l'énergie, à l'alimentation, aux dépenses de personnel, que nous ne maîtrisons pas, ou au taux d'intérêt, eh bien, ce compte administratif 2023 met en évidence, premièrement,
Une progression des dépenses, 2,7%, qui est inférieure à l'inflation, laquelle fut de 3,7% en 2023, ce qui souligne nos efforts d'encadrement de nos dépenses. Le deuxième point, une progression des dépenses qui est inférieure à celle des recettes, plus 3,6%. Et ainsi, donc, et c'est le troisième point, une amélioration significative du résultat, 25% d'augmentation en 2023, ce qui se retrouve dans l'épargne brute, plus 22%, et dans l'épargne nette, qui redevient positive. Pour être donc très concret, mes chers collègues, ce compte administratif 2023 que je vous présente, ce compte dit du maire, eh bien, je ne puis que vous inviter à le voter. Merci de m'avoir écouté. Ah, pardon. Merci, monsieur le maire. Je n'ai pas été saisie de demande d'intervention. Je soumets au vote, pour commencer, le rapport numéro 1, compte de gestion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ce rapport est adopté à l'unanimité. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir quitter la salle des délibérations afin que nous procédions au vote du compte administratif cette fois. Combien de temps? Je mets donc au vote, aux voix, le compte administratif 2023. Qui vote contre? Qui s'abstient? Celui-ci est donc adopté à l'unanimité. Avant de prier monsieur le maire de nous rejoindre, permettez-moi de remercier en votre nom à tous, mes chers collègues, l'ensemble des collaborateurs ayant apporté leur aide à l'élaboration du compte administratif, conformément au choix de notre majorité municipale exprimé lors de l'adoption du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions modificatives de l'année 2023. Je vais demander à monsieur le maire de nous rejoindre. J'allais dire, c'était pas très long. Hein. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous informer que le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l'année 2023. Il vous donne quitus des opérations réalisées au cours de cet exercice, conformément aux décisions prises. Je vous redonne la présidence de l'Assemblée, monsieur le maire. Merci, madame la présidente, de cette présidence que je vous ai confiée bien volontiers. Merci, mes chers collègues, de votre vote. Je voudrais joindre à ce vote, qui vaut quitus, dit-on, pour la gestion du maire, mais la gestion comptable financière. Je voudrais adresser surtout des remerciements à l'ensemble de nos services, parce que ça fait 2 exercices. Alors, et les 2 précédents n'étaient pas mieux. 2020-2021, c'était la période Covid, avec des exercices bousculés, tant dans les dépenses d'ailleurs que dans les recettes. 2022, là aussi, un exercice bousculé avec la pression inflationniste du second semestre 2022 qui nous a amené à prendre des décisions parfois difficiles, mais qui nous ont quand même permis de garder un juste équilibre de nos comptes. Et enfin, exercice 2023, je viens de vous le présenter, autre pression, dépenses de personnel, charges d'intérêt, une situation économique différente, et pour autant, la ville qui consolide ses résultats, ce n'est pas qu'un travail personnel, c'est un travail d'équipe, c'est d'abord celui, bien sûr, de la majorité, de l'ensemble des adjoints, qui pilotent avec leur direction de rattachement l'ensemble des politiques municipales qui sont menées. C'est aussi le travail de la direction générale des services et de chacune et de chacun des directeurs, des directrices et des directeurs généraux adjoints et de l'ensemble de leurs collaborateurs. Donc, c'est à l'ensemble de ces collaborateurs, à l'ensemble du personnel municipal que j'adresse mes remerciements, car comme vous l'avez noté les uns et les autres, quand on regarde un peu les situations alentour, dans les décisions qui peuvent être prises aussi, pas toujours très loin de nous, on s'aperçoit qu'on n'a pas à rougir de cette gestion et de ce qu'ensemble nous entreprenons. Merci donc, mes chers collègues. Alors, je vais vous présenter les rapports numéros 3 et 4.
À partir du moment où il y a des résultats, il faut les affecter. C'est le sens de la délibération numéro 3, puisque dès lors qu'il y a des résultats positifs, ils doivent être affectés. Le résultat positif de fonctionnement est affecté à la couverture des besoins de financement des investissements. Et comme là, il y en a encore un peu plus. Et donc, il est affecté au report à nouveau, et donc de ce que j'ai présenté tout à l'heure comme le résultat cumulé de fonctionnement. C'est délibération classique d'affectation des résultats. Ces résultats étant affectés, on peut établir donc un budget supplémentaire. C'est un budget supplémentaire qui s'établit pour la première fois avec la nouvelle nomenclature budgétaire M57. Il prévoit donc l'affectation des résultats, je n'y reviens pas, mais il permet aussi de modifier quelques lignes en matière de travaux de bâtiments et également de tenir compte des augmentations de prix. Je pense en particulier aux prestations de nos fournisseurs pour la restauration scolaire, ou même encore quelques augmentations sur les fluides, et également, et Madame Desmet, vous y êtes sensible, il permet d'assurer le versement des subventions qui ont été votées lors du budget primitif dans le cadre de la politique de la ville à destination des associations de la ville qui font un travail important en matière d'action aussi sociale dans notre commune. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces deux délibérations. Comme il s'agit dans les deux cas de l'affectation des résultats, je pense que je peux les mettre aux voix collectivement. Sur les rapports numéros 3 et 4, il y a des votes contre, des abstentions ? Et donc, ils sont adoptés à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Il me revient, et rassurez-vous, après, il me reviendra de me taire, enfin, pour la présentation des délibérations, d'évoquer maintenant auprès de vous le rapport numéro 5. Rapport numéro 5, il s'agit de la présentation de l'avis de la ville dans le cadre de l'éventuelle mise en place d'une ZFE-M sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Qu'est-ce qu'une ZFE-M? C'est une zone à faible émission mobilité qui est un dispositif réglementaire visant à diminuer les émissions de polluants et dans les grandes agglomérations, et notamment en réduisant la circulation de véhicules estimés parmi les plus polluants. Je rappelle que, ça c'est pour présenter ce qu'est une ZFE, je vais essayer d'être aussi clair que possible. La loi Climat et Résilience du 23 août 2021 a imposé la mise en place de ZFE-M au plus tard pour le 31 décembre 2024, je préfère dire le 1er janvier 2025, c'est demain, sur la totalité sur la majeure partie, du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire en l'occurrence pour nous la métropole européenne de Lille, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. C'est évidemment le cas là aussi de l'AMEL. Dans sa séance du 29 avril 2022, l'AMEL a décidé que si ZFE il y avait, elle serait sur la totalité du périmètre métropolitain, et non pas simplement sur quelques villes. Bref, si ZFE il y a, elle concernerait les 95 communes de l'AMEL, visant donc à réduire la circulation de certains véhicules. Depuis, j'allais pas dire de l'eau a coulé sous les ponts, l'expression serait mauvaise, depuis un certain nombre de données ont changé. Comme les indicateurs de pollution atmosphérique sont, dans notre métropole, passés en deçà des seuils réglementaires fixés par les autorités de l'État, le 10 juillet 2023, le comité ministériel a décidé de ne rendre obligatoire une ZFE stricte que sur l'agglomération que de Paris et de Lyon. La métropole est devenue territoire de vigilance avec pour seule obligation l'interdiction de circulation des véhicules non classés sur le périmètre de la future ZFE, donc en l'occurrence, comme je le disais il y a un instant, sur l'ensemble du territoire de la métropole. L'AMEL a, dès lors, initié une consultation citoyenne qui s'est tenue de janvier à février 2024. Lors de sa séance du 19 avril 2024, le Conseil métropolitain a estimé que cette consultation n'était pas suffisamment conclusive, parce que si une partie cette consultation s'était faite sur la base de 2 scénarios, j'y reviendrai dans un instant. Pourquoi le Conseil a décidé que ce n'était pas suffisamment conclusif? Parce que 40,3% du panel des personnes consultées, des métropolitains consultés, ne se prononçaient pas. Dès lors, le Conseil a décidé de poursuivre la procédure de concertation.
Cette concertation se déroule du 21 mai au 21 juillet 2024 pour solliciter l'avis des parties prenantes, mais aussi, et ça c'est le président de la métropole qui le souhaite, consulter les communes en vue d'une éventuelle mise en œuvre de la future ZFE-M au 1er janvier 2025. Et c'est pour cela, mes chers collègues, que nous avons sur ce point un avis à rendre. C'est l'objet de cette délibération numéro 5. Quels sont les deux scénarios qui sont mis à la concertation par la métropole? Je le rappelle rapidement. Le scénario 1, l'obligation légale, telle qu'elle résulte du comité des territoires, vise l'interdiction de circulation des seuls véhicules non classés, c'est-à-dire en gros tous les véhicules immatriculés avant 1996. Le scénario 2 vise l'interdiction de circulation avec un certain nombre de dérogations, reconnaissons-le, des véhicules critères 4, 5 et non classés, c'est-à-dire en gros, c'est pas en gros, c'est très précisément, les véhicules du scénario 1 plus les véhicules immatriculés, diesel immatriculés avant 2006, si je ne me suis pas trompé. Vignettes 4 et 5. Alors, il nous faut nous prononcer. D'où cette délibération qu'il me revient de présenter au nom de l'administration municipale. Cette délibération, elle repose, et la conclusion que je vais vous proposer, sur 5 observations. Première observation, le scénario 2 n'est pas une obligation légale, seul le scénario 1 est une obligation légale. Deuxième observation, ce scénario 2, s'il est assorti de dérogations importantes, il aura aussi pour conséquence l'interdiction de circuler de 10%, soit plus de 2000 véhicules, des véhicules légers du parc automobile des Waterlausiens, et 15% des véhicules utilitaires, soit 300 véhicules. Troisième observation. La plus grande difficulté sera sans doute, dès lors que ce scénario 2 serait mis en œuvre, d'assurer son contrôle effectif. Parce que qui assurera le contrôle? Pour l'instant, ces points-là ne sont pas argumentés. Et il serait particulièrement inopportun, me semble-t-il, que ce contrôle soit à être effectué par l'autorité de police du maire sur son territoire. Ce serait une nouvelle charge et particulièrement assez désagréable à entreprendre. Quatrième observation, les indicateurs sociaux et de revenus de Wattrelos rendent, à nos yeux, irréaliste le fait que nombre de familles soient en situation d'acquérir un nouveau véhicule sous cette contrainte, parce que tous les nombres de véhicules que je viens de citer il y a un instant ne pourront plus circuler sur le territoire de la Maine si elle était mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025. Et il est évident, dans ces conditions, que, en tout cas c'est notre appréciation, qu'il n'y a pas lieu d'imposer une contrainte sur les ressources, le pouvoir d'achat et les conditions de vie des citoyens s'il n'y a pas un impératif de santé publique qui rende indispensable une telle obligation. Et de fait, les autorités étatiques soulignent que nous sommes en deçà des seuils réglementaires et donc il n'y a pas un impératif, ce n'est pas impératif du point de vue de la santé publique. Enfin, cinquième et dernière observation, qui emporte notre décision, je vais être très clair, c'est que si ce n'est pas indispensable, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que l'obligation légale. Voilà, dans ces conditions, la proposition de ce rapport numéro 5, que je présente à vos suffrages, mes chers collègues, et que j'ai présenté en commission administration générale, est de faire en sorte que par cette délibération, le conseil municipal de Wattrelos, qui doit faire un choix entre les deux scénarios, refuse le scénario 2, qui intègre les véhicules critères 4, 5 et non classés, et si une ZFE devait être instituée sur le territoire communal comme métropolitain, préconise le scénario 1, dit minimal, que la loi prescrit, à savoir l'interdiction de circuler aux seuls véhicules non classés. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je pense que pour bon nombre de nos concitoyens, notamment ceux qui nous écoutent, il faut savoir être précis sur ces choses qui sont parfois complexes, mais qui peuvent impacter très rapidement leurs conditions de vie et leur pouvoir d'achat dès le 1er janvier 2025, selon la décision que la métropole prendra, et donc, a fortiori, l'avis que nous lui recommanderons. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation, et vous n'avez plus
présidence, madame. Donc il me revient à moi de la reprendre, de retrouver ma feuille et de dire que j'ai été saisi d'une demande d'intervention, me semble-t-il, sur cette délibération de monsieur Christophe Ricci. Je vous passe la parole, monsieur Ricci. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, en tant que professionnel de la mobilité, je constate chaque jour l'évolution rapide de ce secteur et des décisions prises ou qui seront prises ici et là qui risquent de laisser bon nombre de nos concitoyens sur le bas-côté, si vous me permettez cette image. Aujourd'hui, nous discutons de la mise en place éventuelle d'une zone à faible émission, dite ZFE, une mesure certainement nécessaire pour améliorer la qualité de l'air dans notre commune. Cependant, et dans la métropole d'ailleurs, cependant, il est crucial de ne pas oublier les répercussions qu'aurait cette mesure sur les Wattrelousiens et surtout ceux aux revenus modestes. Notre groupe avec vous pour Wattrelos est favorable au scénario minimal, interdisant la circulation aux véhicules d'avant 1996. Cette approche équilibrée permet de répondre aux exigences environnementales tout en limitant l'impact économique sur nos concitoyens. Il est tout aussi impératif de réfléchir à des solutions alternatives pour celles et ceux qui seront affectés par cette mesure. Il y a quelques années, j'ai participé aux États généraux du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, qui s'appelle aujourd'hui Mobiliance, où nous avons discuté des transformations à venir, en l'occurrence celle-ci, dans le secteur de la mobilité en France. Lors de ce Conseil national, j'avais préconisé la promotion de la multimodalité pour préparer en douceur cette transition. Malheureusement, ces efforts n'ont visiblement pas été suffisants et je constate aujourd'hui que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas informés ou mal informés de ces ZFE et surtout des restrictions qu'elles imposent. Pour que chacun comprenne bien de quoi il s'agit, je rappelle que nous parlons ici d'une interdiction totale de circuler pour tous ceux qui seraient propriétaires d'un véhicule d'avant 96. C'est-à-dire que le véhicule ne pourrait plus circuler, ni le jour, ni la nuit, ni en pic de pollution, ça ne circule plus. Nous devons aller au-delà de la simple interdiction à venir, il me semble, et envisager une véritable stratégie de mobilité pour tous. Qu'allons-nous dire à ce père de famille qui utilise sa bonne vieille Clio ou sa vieille 205? Ah, ou sa 108, hein, c'est pas... On parle d'avant 96, donc j'ai adapté les modèles en tant que professionnel. Pour aller travailler à 30 km de chez lui. Quelle solution allons-nous lui proposer? Le pire dans tout cela, c'est que je reste persuadé que nombre de ces personnes ne sont pas conscientes de ces changements à venir. Nous devons les accompagner, les aider, monsieur le maire. Si vous me permettez, je ferai quelques propositions qui, ayant bien conscience qu'elles ne pourraient pas être tous tenues par notre commune, mais j'en appelle de mes voeux à ce que chaque responsable, d'où qu'il soit, puisse écouter ces propositions. Je pense qu'il faut favoriser le covoiturage et l'autopartage. En mettant en place des plateformes locales de covoiturage et encourager l'autopartage pour réduire le nombre de véhicules individuels. Aider à l'acquisition de véhicules adaptés en favorisant les subventions pour l'achat de vélos électriques. Il faut changer les habitudes. Ou de véhicules moins polluants, y compris sur les véhicules d'occasion. Même s'il y a eu le leasing social qui a été un franc succès, bon nombre n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir y accéder parce qu'ils n'avaient pas accès au crédit, tout simplement. Mettre en place des packs de mobilité, les développer en incluant des abonnements à des services de transport public, des crédits pour l'utilisation de véhicules partagés ou encore des formations à l'utilisation de modes de transport alternatifs. Et surtout communiquer et sensibiliser en lançant des campagnes d'information pour sensibiliser les résidents aux nouvelles mesures et aux solutions disponibles. En conclusion, monsieur le maire, chers collègues, pour avoir longtemps exercé des responsabilités nationales au sein du groupement de la marque que je représente ainsi qu'au sein des syndicats Mobiliance, je souhaite que cette Assemblée prenne conscience de l'importance de ces enjeux. La mise en place d'une ZFE ne doit pas se faire au détriment de nos concitoyens les plus vulnérables. Nous devons agir maintenant pour leur offrir les moyens de se déplacer de manière durable et équitable. Je vous remercie. Monsieur Ricci, ça peut nous arriver d'être d'accord. Et sur tous ces points-là, je m'accorderai que j'ai fait un effort de pédagogie en la matière. Justement, j'ai pris du temps. Parce que je ne suis pas sûr que tous mes concitoyens, tous nos concitoyens comprennent ce dont il s'agit. Il y a eu un débat dense dans la majorité sur ce sujet-là.
Mais nous avons retenu l'idée que, en effet, il est impossible qu'un certain nombre de nos concitoyens à faible pouvoir d'achat, faible revenu, qui ont des difficultés à se déplacer, se voient comme ça imposer au 1er janvier une nouvelle contrainte. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis profondément écologiste au fond de moi-même, mais je ne crois pas à l'écologie punitive. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter d'emmerder le monde, quoi. Voilà. Pardonnez-moi de le dire, il y a une hiérarchie des priorités. Et dans la hiérarchie des priorités, le calendrier, le contrôle, l'ampleur du sacrifice financier à faire, le fait qu'on n'a pas le temps aussi de mettre en place des dispositifs qui permettraient aussi à nos concitoyens de pouvoir accélérer le changement de leur véhicule. Et puis honnêtement, même si le taux de chômage a beaucoup diminué, même s'il est passé de 7,5 de 9,5 à 5,5 en 6 ans, même si 2,5 millions d'emplois ont été créés, il reste encore un chômage, il reste un revenu par habitant qui est relativement modeste, et donc il y a des choses qu'on ne doit pas imposer à nos concitoyens. Bref, voilà, vous l'aurez compris, c'est le sens de l'état d'esprit de notre majorité municipale et de cette délibération numéro 5. Je n'ai pas été saisi d'autres demandes d'intervention, mais donc je crois que je peux la mettre aux voix collectivement. Il y a des abstentions, des votes contre, mais ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Eh bien, je vous remercie, mes chers collègues, de cette unanimité de décision. Nous en arrivons à rapport numéro 6 à 8, et donc je vais maintenant commencer à me taire davantage, sauf à passer la parole. Madame Desmet, vous avez ces rapports. Merci, monsieur le maire. Oui, je précise qu'il y aura une présentation numérique, en effet, sur le rapport 6, qui est un document important, le contrat de ville. Même s'il n'y a pas eu de demande d'intervention derrière, je pense que pour l'ensemble de nos concitoyens, en quelques slides, on peut veiller à leur assurer une information complète sur ce que sont les engagements sociaux de la ville pour les années qui viennent. Merci. À vous, madame. Merci. Donc, après la signature en date du 7 mai du contrat de ville métropolitain, il me revient aujourd'hui de vous présenter le volet waterloosien du contrat de ville et des solidarités. Ce contrat de ville a été établi suite à un diagnostic que je vous avais présenté il y a quelque temps, où on avait interrogé la population, interrogé les associations, interrogé les partenaires, et suite à toutes ces... Donc ça a été fait par téléphone, par écrit, par questionnaire, et a fait aussi l'objet de pas mal de journées de réunions, de journées de sortes de mini-séminaires, notamment avec les associations partenaires de territoire, pour analyser ce diagnostic. Un premier constat, lors de ce diagnostic, un premier constat, c'est que Waterloo est une ville en mutation. Une transformation profonde de Beaulieu avec l'ANRU 1, une transformation profonde du Crétigné avec les programmes de réhabilitation de l'habitat ancien, une ouverture de 70 hectares de parcs d'activités, une reconversion des friches industrielles à Médé, Lénières, Saint-Liéval, La Redoute, le projet de l'Union, qui est aussi en pleine mutation, le programme de rénovation de tous nos groupes scolaires, tous les groupes scolaires waterloosiens ont été rénovés, et le programme des infrastructures en pleine évolution aussi. Un deuxième constat, donc c'est pas un constat cette fois-ci, ce sont les perspectives de notre ville suite à toutes ces mutations. Donc de grandes perspectives avec la suite de la rénovation urbaine, mais cette fois-ci ce qu'on appelle l'ANRU 2, c'est-à-dire la rénovation urbaine des villas, la poursuite des infrastructures routières, l'arrivée du tramway, la reconstruction du collège Néroda sur la zone du Bec, et bien sûr notre grand projet piscine qui avance. Un troisième point pour ce nouveau contrat de ville, c'est la géographie prioritaire qui a été étendue. On a maintenant 19,7% de notre population qui est concernée par ce qu'on appelle la politique de la ville, le contrat de ville et les quartiers prioritaires. Donc une extension de nos quartiers, on a toujours la centralité de Beaulieu, mais ont été intégrés les établissements scolaires. Le quartier des Villas Couteaux
avec aussi une extension de ce périmètre. Une partie du quartier de la Mousserie, qui a été étendue, une partie du quartier du Sapin Vert et le quartier du Crétinier, qui passe maintenant aussi en géographie prioritaire. À partir de ces différents constats, à partir de ces réunions... Excusez-moi, on vous donnera évidemment le PowerPoint avec le procès-verbal, car je ne suis pas certain que les cartes soient parfaitement lisibles vues à cette distance. Mais pour être particulièrement précis, on le joindra. Également des caractéristiques repérées sur ces quartiers, donc une population plutôt familiale, jeune. Dans ces quartiers, un taux de familles monoparentales plus important que sur le reste de la ville, un taux de pauvreté plus élevé que sur le reste des quartiers de la ville, un taux de chômage notre taux de chômage a nettement baissé, y compris dans les quartiers prioritaires depuis 2017, mais il nous reste des points durs, il nous reste les plus de 50 ans, et les chômeurs de longue durée, où là, on a encore un gros travail à effectuer. Dans ces quartiers, évidemment, des besoins en matière de scolarité et d'éducation plus importants, et des besoins en matière de santé et de prévention, puisqu'on a quand même une population qui a tendance à faire passer sa santé, sa propre santé, après ses priorités. À partir de là, 4 grandes priorités ont été définies. Donc, on a travaillé sur les grandes priorités que je vais vous présenter après. 4 grandes priorités. Sur chacune de ces priorités, on a défini ensemble avec les partenaires des objectifs. Et pour chaque objectif, on a des préconisations, des propositions d'actions qui seront mises en place dans ce cadre-là. La première priorité définie, c'est la réussite éducative et scolaire de tous les jeunes. Donc, avec un programme de réussite éducative toujours aussi important, les actions coup de pouce, les actions d'accompagnement au dossier MDPH, les actions de suivi individuel des enfants qui ont pu être repérés dans les écoles. Mais dans ce contrat de ville, on attachera une importance importante pour qu'on puisse étendre toutes ces actions aux collégiens, ce qui n'était pas le cas jusque maintenant. Un gros point aussi sur la jeunesse, avec l'accès à l'insertion professionnelle. Un gros travail aussi sur nos jeunes en enseignement supérieur, avec les bourses qui sont proposées, mais aussi, encore une fois, avec un accompagnement de nos jeunes qui parfois n'ont pas les réseaux nécessaires pour pouvoir, dans le cadre de leur poursuite d'études, pouvoir être accompagnés. Et donc, un travail aussi avec les jeunes sur on ne se ferme aucune porte, avoir toujours plus d'ambition pour notre jeunesse et les accompagner. Des activités, bien sûr, de loisirs et culturels, puisque ce diagnostic a fait apparaître que dans ces quartiers, les jeunes, on les retrouve moins dans nos structures culturelles ou dans nos structures sportives. Et aussi un travail sur la jeunesse et la santé, et notamment la santé mentale. Un gros travail aussi sur la jeunesse et l'accompagnement. Ont été créées des commissions sur les quartiers avec les différents partenaires, centres sociaux, Acti-Jeunes, Horizon 9, Mission Locale, qui travaillent ensemble autour de ces priorités. L'idée étant de se dire il faut qu'on soit présent, que les institutions, les partenaires associatifs soient présents sur l'espace public et notamment aussi sur des horaires qui parfois ont pu être délaissés par le passé. On n'a pas oublié, alors le deuxième grande priorité, c'est l'accès à l'emploi et l'insertion professionnelle. Donc encore effectivement un travail sur les jeunes, mais je disais aussi remobiliser sur les plus de 50 ans, sur les femmes qui parfois ont élevé leurs enfants et se retrouvent seules et en difficulté pour retrouver de l'emploi, sur les chômeurs de longue durée. L'idée des actions qui seront proposées, c'est donc de lever les freins à l'emploi, la mobilité, la garde d'enfants, la formation, et de lutter contre les déterminismes, de valoriser l'apprentissage chez les jeunes et de déconstruire les stéréotypes genrés.
Lutter aussi, alors la troisième priorité, c'est la lutte contre l'isolement et la pauvreté, avec un grand projet phare qui est le territoire zéro non-recours, un travail sur l'accès aux droits, la lutte contre les factures numériques, développer, un point important, c'est développer le aller vers, puisqu'on s'est rendu compte qu'à Waterloo, on a beaucoup de structures, on a beaucoup d'associations qui font plein de choses, mais les associations nous ont quand même interpellés en disant oui, mais c'est pas toujours facile dans ces quartiers de venir vers les structures et de pousser la porte. C'est pas évident de pousser la porte de la mission locale, par exemple. Donc le travail qui va être mis en œuvre, c'est le contraire, c'est d'aller chercher les gens qui ne font pas obligatoirement valoir leurs droits ou qui n'adhèrent pas je pense à la mission locale, au CEJ, où les jeunes parfois ne connaissent même pas. En fait, c'est un peu comme la ZFE, les gens ne connaissent même pas l'existence de ces dispositifs, donc on travaillera sur ce domaine-là. Une quatrième thématique qui est le vivre ensemble, l'engagement associatif citoyen et l'amélioration du cadre de vie. L'idée, c'est de rendre, non seulement, effectivement, il y a les projets d'urbanisme, les projets d'ANRU, mais c'est aussi de rendre le cadre de vie plus attractif. Un cadre de vie dans les quartiers, c'est de travailler sur le vivre ensemble, l'intergénérationnel. Et l'idée, c'est d'essayer de valoriser l'engagement associatif parce que on se rend compte que trouver des bénévoles, c'est de plus en plus compliqué. Et à un moment donné, les associations arrivent à leurs limites. On va travailler aussi sur l'engagement citoyen et notamment sur la consultation citoyenne et avec les quartiers citoyens qui, eux aussi, sont en demande de trouver des bénévoles qui les accompagnent. On travaillera bien sûr sur d'autres focales qui n'ont pas été étiquetées comme grande priorité, mais qui le sont tout autant. C'est la santé, le handicap, la transition écologique. Il nous est apparu que ces thématiques, il était difficile d'en faire des priorités indépendantes. Le handicap, c'est aussi bien la réussite éducative, c'est l'accès à l'emploi, c'est la lutte contre l'isolement, et c'est le vivre ensemble. Il en va de même pour la santé, pour la transition écologique. Toutes ces thématiques-là, elles seront traitées de façon transversale. Pour ce faire, des moyens vont être mobilisés. Donc, les moyens, ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire les moyens institutionnels sur ces quartiers, avec des partenaires, la MEL, l'État, la région, le département, l'ARS, l'éducation nationale, partenaire essentiel, la CAF, etc. Mais aussi des crédits spécifiques. Alors les crédits spécifiques, c'est ce que je vous ai présenté au dernier conseil municipal et je vous présente tous les ans, c'est ce qu'on appelle la programmation du contrat de ville. Et ce sont des crédits qui sont ciblés uniquement pour les actions liées au contrat de ville. L'idée, on dit, c'est de mettre un plus financier pour faire un effet levier, pour aller encore plus loin dans ces quartiers où on sait que on retrouve les publics les plus fragilisés. Donc, un accompagnement aussi des associations. On va proposer aux associations pour qui, effectivement, on est à l'aune des assemblées générales. On en fait pas mal. Chaque fois reviennent ces difficultés en politique contractuelle, puisque les associations n'ont pas de visibilité d'une année sur l'autre. Donc, on va proposer aux associations de contractualiser un engagement financier pluriannuel et on leur proposera sur différentes actions de contractualiser sur 3 ans. Et bien sûr, en plus de ces moyens, on va mettre en place une évaluation chiffrée précise pour chacune de ces actions. On a travaillé aussi dans le cadre de ce contrat de ville sur la cohérence et la coordination. Et on s'est assuré que ce contrat de ville soit en phase avec les autres politiques contractuelles, que ce soit les politiques contractuelles de la CAF, le projet TZNR, toutes ces politiques contractuelles, on va retrouver les objectifs, les grandes thématiques pour qu'on ait une cohérence dans ce qu'on propose sur les quartiers et pas semer des actions un peu indépendamment les unes des autres.
Donc pour ce contrat de ville, que je vous présente aujourd'hui, l'écriture du contrat de ville, d'ici la fin de l'année, je reviendrai vers vous, puisque je vous parlais des modalités d'évaluation. On va être très attentif à ce qu'on ait des indicateurs précis, des indicateurs chiffrés, mais aussi des indicateurs qualitatifs. Et donc, ça fera l'objet d'un avenant au contrat de ville que je vous représenterai d'ici la fin de l'année. Et je vous représenterai aussi un autre avenant pour la GUSP, ce qu'on appelle la GUSP. Alors, c'est la gestion urbaine et sociale de proximité, et en lien avec la TFPB, c'est-à-dire avec l'abattement des taxes foncières sur les propriétés bâties. Là encore, ce sont des moyens qui sont mis à disposition des quartiers dits prioritaires pour travailler, mais cette fois sur le cadre de vie. Et donc, ça fera aussi l'objet d'une convention d'ici la fin de l'année. Là aussi après ce qu'on appelle un diagnostic en marchant, c'est-à-dire que nous irons dans les quartiers, nous irons écouter les habitants, nous irons faire des constats. Nous irons, alors c'est pas nous qui irons, ce sont bien les associations, centres sociaux, Alti Jeunes, mission locale, les comités d'usagers des centres sociaux, les habitants, le conseil citoyen. Voilà, ils feront le tour des quartiers, feront des constats en présence de l'État, en présence des bailleurs, et à partir de là, on vous présentera d'ici la fin de l'année un avenant en ce sens. J'en ai fini, monsieur le maire, pour 7. Avec le rapport numéro 6. Ah oui. Mais vous allez nous présenter très synthétiquement le 7 et le 8. Voilà. Alors, le 7, il s'agit de la présentation de la Convention territoriale globale. Oui, je vais vous la présenter rapidement, puisque je viens de vous dire un travail cohérent. Comme je le disais précédemment, cette CTG, donc cette convention, a été sera contractualisée pour 5 ans. Elle a été établie sur le même schéma, en même temps, sur un diagnostic, sur des réunions avec nos partenaires. Et on a donc, pour renforcer l'efficacité de nos politiques auprès des familles, on a 4 priorités. La première, on va retrouver lutter contre l'isolement et la pauvreté. La deuxième, favoriser le bien-être de tous les habitants. La troisième, accompagner les enfants et leurs familles dans leur parcours de vie et leur épanouissement. Et la quatrième, soutenir les jeunes dans leur émancipation et leur citoyenneté en lien avec leur famille. Il s'agit donc aujourd'hui de permettre la signature de cette convention. La délibération numéro 8. Cette fois, il s'agit d'une délibération ressources humaines. Le contrat qui concerne le contrat de groupe statutaire, assurance statutaire et mise en concurrence d'un mandat. Le centre de gestion doit renouveler le marché qu'il a pour son contrat d'assurance statutaire. Il nous est proposé de nous associer à cette mise en concurrence. C'est un contrat qui consiste à garantir et accompagner les collectivités en tant qu'employeurs face aux risques liés à la maladie, l'accident, les arrêts de travail des agents. Le centre de gestion nous propose donc un contrat mutualisé pour les collectivités. Cette délibération, ce n'est pas un engagement, c'est juste nous permettre de s'inscrire dans cette procédure. Au retour de l'appel d'offres, nous regarderons de plus près ce qu'il en est, et ce n'est qu'à ce moment-là que je reviendrai vers vous pour valider ou non l'engagement concernant ce contrat. J'en ai fini, monsieur le maire. Bien, merci madame. Je crois que le contenu de tout ce qui tourne autour des politiques contractuelles et de la politique de la ville est au moins aussi complexe à suivre que les problématiques budgétaires. J'ai fait simple, monsieur le maire. Je sais que vous avez fait simple, mais bon, je crois que le langage sur la GUSP parle sur la TFPB, j'essaye dans ce que j'ai essayé de faire du point de vue de l'impulsion que je donne à la métropole européenne de Lille, de simplifier toutes ces procédures avec les associations, avec la préfète d'ailleurs qui est très réceptive, et nous-mêmes d'ailleurs nous mettons en œuvre. C'est quand même quelque chose de très complexe, alors que la politique de la ville, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on peut aider les habitants qui ont moins à pouvoir bénéficier d'un certain nombre de priorités qui ont besoin d'être renforcées spécifiquement pour eux. Voilà. Dans certains quartiers,
dans certaines conditions d'accès à la santé, à l'emploi, à l'éducation. C'est tout simplement cela. Mais bon Dieu que c'est compliqué tout ça. Mais bon, c'est nécessaire, je voudrais aussi le dire, parce que je voudrais vous remercier, vous féliciter, madame, ainsi que celles et ceux qui ont travaillé à vos côtés, parce que pour avoir donné cette impulsion justement au niveau de la métropole, je sais que toutes les villes ne seront pas au rendez-vous du 30 juin pour leur contrat-ville. Beaucoup ont demandé le report, et c'est un délai raisonnable encore jusqu'en octobre, mais Waterloo sera au rendez-vous grâce à ce contrat-ville qui est un bon contrat, il aurait toujours être plus perfectible, bien entendu, mais vu les délais dans lesquels il a été préparé, qu'il pose les bonnes questions, qu'il diagnostique les bons problèmes et qu'il y apporte les bonnes réponses à la hauteur de ce que l'on peut faire dans le partenariat avec l'État, la MEL, la région, le département, bref, l'ensemble de nos partenaires. Voilà, j'ai pas été... Je associer à vos remerciements les associations de territoire. Mettez votre micro parce que sinon, voilà. Juste m'associer à vos remerciements, donc certes sur nos techniciens qui ont fait un travail fastidieux mais mirobolant, mais je voulais aussi associer les associations de territoire et les institutions, l'éducation nationale, mais aussi Actijeune, les centres sociaux, la mission locale, Horizon 9, qui ont vraiment, parce que on a vraiment eu des moments riches de débat et des moments constructifs, donc je voulais associer mes remerciements. J'ai pas eu le temps de le dire, mais ça me va aussi. Très bien, donc voilà, donc un très beau document. Tout ça est un peu long, évidemment, dans nos présentations, mais c'est un conseil avec des textes fondamentaux, et on en verra un d'ailleurs dans un instant, et qui mérite qu'on s'y arrête. J'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces rapports 6, 7, 8. Je ne sais pas, je vais peut-être les mettre aux voix séparément. Sur le rapport 6, des votes contre, abstention, donc adopter l'unanimité. Le rapport 7, la convention territoriale globale avec la CAF, vote contre, abstention, adopter l'unanimité. Et donc le contrat d'assurance statutaire, sa révision, vote contre, abstention, adopté aussi à l'unanimité. Merci madame. Nous allons arriver encore à une autre délibération qui est importante, puisque nous avions prolongé la convention avec notre partenaire jeunesse qui est Actijeune à la fin de l'année dernière jusqu'à l'été 2024. Sur cette convention, maintenant, il nous faut nous prononcer, mais pour qu'on puisse se prononcer sur les termes de cette convention, sur les priorités qui y sont affichées et sur les engagements que l'association prend en partenariat avec la ville, il est de bon ton, et je pense que c'est une bonne méthode de travail que la ville présente, ou plutôt rappelle, aussi rapidement que possible, ce que sont les bases de sa politique jeunesse. Et donc, Monsieur Mecky, je vous ai demandé de faire cette rapide présentation avant que vous puissiez nous présenter justement les termes de la convention. Je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. À l'aune du renouvellement de la Convention Actijeune 2020-2023, qui confie à l'association le soin d'organiser une bonne part de notre service public local en faveur des jeunes, j'ai tenu à dépasser la simple reconduction administrative de la Convention pour, d'une part, mettre en cohérence les différents dispositifs en faveur des jeunes waterleusiens et, d'autre part, renforcer les moyens de suivi pour mesurer l'impact que les actions, partenariats et projets peuvent produire sur le terrain. C'est donc ouvert un travail de fond d'une année qui s'est construit autour de 3 piliers. L'évaluation contractuelle d'Actijeune pour la période 2020-2023, dans un premier temps, puis la concertation des élus en charge de politiques connexes, donc le sport, l'éducation, le handicap, les nouvelles technologies, politique de la ville, prévention, santé, l'écologie, et des associations partenaires, les centres sociaux, les clubs de prévention, la mission locale, ce ne sont pas des listes exhaustives. Puis enfin, la prise en compte des enjeux pour la jeunesse à l'occasion des mises à jour des politiques contractuelles. Donc la CTG, le contrat de ville. Ce travail nous a permis de préciser en amont de la convention spécifiquement consacrée à Actijeune un document de politique transversale consacré à la jeunesse. Vous pouvez constater donc le titre, baptisé « Agir pour la jeunesse, une ambition waterleusienne ». Ce document a pour but de mettre en perspective les actions déjà entreprises pour notre jeunesse et celles encore à construire. Il dresse pour ce faire un portrait du contexte en définissant le périmètre d'intervention, les besoins recensés et les documents de référence existants. Il présente ensuite les orientations d'une politique municipale pour la jeunesse que je vais vous présenter. Alors, concernant donc la jeunesse waterleusienne en termes de chiffres, on sait Waterloo est une ville jeune. Sur la précédente convention, nous parlions de 42% qui avaient donc moins de 29 ans.
Les moins de 20 ans constituent 28% de la population selon l'INSEE de 2019. Donc pour le constat, on sait qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses avec des parcours différents, des besoins qui diffèrent ou évoluent. Les travaux de diagnostic ont permis de croiser les regards sur l'évolution des besoins des jeunes. Il en ressort, alors sur la prochaine slide, un besoin de renforcer les actions existantes, notamment en matière de réussite éducative et de lutte contre le décrochage scolaire. L'émergence ou l'accentuation de nouvelles problématiques à traiter, comme la prise en compte de la santé mentale des jeunes, le aller vers à horaires décalés ou encore les mobilités. Pour y répondre, Wattrelos priorise 4 orientations municipales comme autant d'étapes d'un parcours à construire d'émancipation des jeunes. Chaque étape est déclinée par des objectifs stratégiques, eux-mêmes précisés par des pistes de travail à mettre en œuvre pour une action concrète. Donc pour commencer sur la première étape, elle consiste à proposer une animation de proximité pour répondre aux besoins de services et de loisirs, mais aussi pour nouer un premier contact et construire un lien de confiance. L'animation étant le cœur de métier, avec différentes pistes de travail. Bien évidemment, ça fait beaucoup de pistes à lire, mais le but c'est de vous montrer quelques exemples. Sur l'étape 2, cette étape ambitionne d'accompagner le jeune et sa famille dans son projet en construction d'autonomie. Une nouveauté étant la place de la famille dans nos ambitions avec cette notion de soutien. Donc encore une fois, avec différents exemples de pistes de travail. Sur la troisième étape, elle se consacre à élargir les perspectives des jeunes pour lutter contre les assignements sociaux et géographiques. Il faut ouvrir les horizons. On retrouve un grand principe qui est l'égalité des chances, la mixité encore et toujours. Sur la quatrième étape, celle-ci doit permettre une action de prévention en matière de santé personnelle et de lutte contre les incivilités et les tensions. Parce que prévenir, c'est anticiper. Ainsi déclinées, les 4 étapes pour l'émancipation de la jeunesse permettent de préciser 12 objectifs stratégiques et 62 pistes de travail concrètes pour la ville et ses différents partenaires selon les problématiques à traiter. Elles ont ainsi servi de support pour le travail préalable de renouvellement de la convention d'Actigene sur la base des objectifs et pistes de travail présentés. Actigene s'est positionné pour la prise en charge de 52 actions dans le cadre d'un projet associatif pour la période 2023-2026. Le projet de convention est ainsi complété d'une annexe présentant les engagements de l'association et les indicateurs de suivi pour chacune d'entre elles. Pour en revenir donc sur la délibération, en l'espèce, conformément à l'article 2 de la Convention, l'association a remis le 30 octobre 2023 le rapport d'évaluation, donc l'audit de la période 2021-2023. L'objet de cette délibération est d'autoriser la signature de la Convention d'objectifs et d'obligations de service public avec l'association Actigene pour la période 2024-2026, ainsi que les avenants déjà présentés en commission jeunesse. La Convention permettra notamment une évaluation plus fine des actions menées par l'association. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, sur cette présentation à la fois synthétique, mais qui permet de mettre en perspective le sens de cette délibération et notre nouvel engagement. Il ne se fait pas sur du vide, il se fait sur une histoire, il se fait sur un bilan, il se fait sur une évaluation, il se fait aussi sur des projections sur l'avenir. Et vous les avez bien présentées. J'ai été saisi d'une demande d'intervention de M. Croigny, sauf erreur. Et je vous passe la parole, M. Croigny. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur l'adjoint à la jeunesse. Il y a quelques années, ici même, j'avais affirmé que j'estimais que Actigene était d'utilité wattrelousienne. Je le pense encore et je le pense encore plus aujourd'hui. Tout comme les centres sociaux et la mission locale, pour exemple. Comme j'ai pu l'exprimer en commission éducation, jeunesse et sport, cette convention va dans le bon sens. Je ne vais pas détailler tous les points, je crois qu'il faudrait quelques heures. Pour éviter tout suspense, s'il y en a eu, notre groupe votera pour. Quelques précisions. Cette nouvelle convention aborde et définit les orientations qu'alors en responsabilité, j'avais, avec une équipe, priorisée avec le président et le directeur d'Actigene. Vous en conviendrez, pour construire l'avenir, il faut savoir s'appuyer sur le passé. Aussi m'étais-je aussi inspiré du travail de mon prédécesseur, M. Bédard. Je ne puis que me satisfaire du fait que vous soyez aussi appuyé sur mon actif, pas que le mien, et non un passif, certains comprendront. Avec nos partenaires, nous avions porté nos efforts sur le développement, par exemple, de la parité, de la mixité sociale, de la laïcité, de l'autonomie et, entre autres, de la citoyenneté. Vous avez poursuivi ce chantier, je ne puis que m'en réjouir.
La citoyenneté, c'est-à-dire le fait d'être reconnu comme impliqué dans la vie de la société et de la cité, est un axe essentiel qui vise à inculquer à notre jeunesse la nécessité de participer à l'effort collectif et à s'affirmer. Ce, aujourd'hui plus que jamais. Le contexte actuel et les prochaines élections, je ne pense pas déborder du cadre quand même, font courir un risque de chaos que j'ai qualifié, moi, d'incommensurable. Chacun le qualifiera comme il l'entend. À notre pays, à notre ville. Comment envisager que des partis, et lors des dernières élections, on l'a vu, qui ne réunissent les voix que de moins de 15% des inscrits, puissent en arriver à décider à un moment de tout. J'ai un vœu profond, pour terminer, à formuler. C'est que nos concitoyens, notre jeunesse, pour que l'humanisme, la démocratie et les valeurs républicaines soient défendues, se mobilisent et aillent voter. J'en ai fini. Monsieur Croinige, ne posiez pas de questions et j'enregistre avec satisfaction le vote positif de votre groupe sur un moment important, en effet, car la jeunesse est au cœur des préoccupations et aujourd'hui plus encore. Et dans une ville aussi jeune que la nôtre, je pense qu'au-delà des combats politiques à mener, il y a des héritages que l'on doit à nos prédécesseurs. Et s'ils nous ont laissé un héritage qui est précieux, c'est celui de la République. Celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais moi, si un jour je me suis engagé dans la vie publique, c'est aussi parce que dans la République, j'y ai aussi rencontré la tolérance, le respect, la mixité, le vivre ensemble, qui est tellement important et dont je crains, un peu comme vous, si j'ai bien compris, qu'il puisse être entamé par des décisions irresponsables et dangereuses. Je laisse là le débat. Je me cantonne justement simplement qu'à l'objectif, évidemment, qui est le nôtre, c'est-à-dire de faire réussir notre jeunesse. Et je sais gré à Tariq Mekki d'avoir travaillé de manière très approfondie en liaison avec les associations, mais aussi un travail personnel important avec ses collaborateurs ici en mairie pour mettre en perspective ce qu'est la jeunesse, ce que sont les jeunesses wattrelousiennes et les différentes réponses qu'il faut y construire. Le chantier est immense, mais un élu, un maire, une équipe qui ne s'occuperait pas de la jeunesse avec autant de fougue, autant de passion, autant d'envie et d'énergie que nous efforçons de faire avec ces partenaires que vous avez cités tout à l'heure. Ils sont effectivement nombreux, merci madame de l'avoir rappelé. C'est vrai d'Actigène, c'est vrai des centres sociaux, c'est vrai de la mission locale qui fait un travail remarquable, c'est vrai aussi d'Horizon 9 que j'ai rencontré d'ailleurs encore tout à l'heure. Voilà, c'est toute une mobilisation au service de nos jeunes parce que nous voulons qu'elle réussisse, cette jeunesse. Et donc voilà, je crois qu'on se donne les moyens sur cette convention 2024-2026 d'aller au-delà. Nous aurons à traiter les questions financière d'Actigène pour le consolider, parce que malheureusement le flot des subventions en dehors de l'action municipale se réduit, en tout cas se tarit ou s'assèche. Il nous faut être vigilants vis-à-vis de nos partenaires, départements, régions, je pense en particulier à la région qui est en phase de repli à cet égard. Mais nous serons au rendez-vous et on aura à prendre les décisions nécessaires. Mais en tout cas, si on est d'accord sur les objectifs politiques, on arrivera à trouver les moyens nécessaires pour pouvoir y répondre. Merci en tout cas de votre soutien. Je n'ai pas été saisi d'autres demandes d'intervention, et donc je vais mettre aux voix cette convention. Pas de réponse. Bon, des votes contre, des abstentions. C'est un texte important, alors que ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Voilà, monsieur Mekki, vous pourrez dire au président d'Actigène que sa convention est renouvelée à l'unanimité, sur la base des propositions que vous avez faites. Nous en arrivons donc au rapport de madame Zora Reifers sur l'opération de revitalisation du territoire. C'est quand même, là aussi, pas très simple à présenter, mais vous allez vous en sortir. Je l'espère. Merci, monsieur le maire. Donc, comme vient de vous l'annoncer monsieur le maire, il s'agit d'une délibération qui concerne donc une convention d'opération de revitalisation du territoire. Dans le cadre du plan local de l'habitat métropolitain adopté en 2023, la métropole européenne de Lille fait de la lutte contre l'habitat indigne une de ses priorités d'action. Et c'est naturellement que la ville de Wattrelos s'est impliquée dans l'ensemble des dispositifs de lutte contre l'insalubrité et de l'indécence, avec pour objectif de repérer les situations d'indignité. La délibération qui est présentée aujourd'hui,
donc est relative, comme je vous le disais, à une opération de revitalisation du territoire, et plus précisément la signature d'une convention pour intégrer ce dispositif et ainsi permettre aux différents opérateurs de bénéficier de subventions pour la réhabilitation ou encore la revalorisation de logements vacants identifiés par la ville. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. C'est un renouvellement. Et donc, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Monsieur Gilbert Charles, vous avez le rapport numéro 11. Vous allez encore faire des réductions, mais de cotisations. Maire. Depuis juin 2009, les activités du centre socio-éducatif ont été reprises en régie municipale et, un an après, les tarifs ont été validés par délibération pour diverses activités artistiques, culturelles et sportives. Depuis 2010, les activités proposées ont évolué, certaines ont arrêté, d'autres sont apparues. Les adhérents de ces associations doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 20 € auprès de la commune. Des cours identiques sont également dispensés dans d'autres salles municipales, mais sans cotisation obligatoire. Dans un souci d'équité, il est donc proposé au conseil municipal de supprimer cette cotisation de 20 €. Cette décision générerait une perte de recettes annuelles de 4 880 €, mais respecterait le programme culturel de la ville qui prévoit l'accès à la culture, au sport et aux arts au plus grand nombre. Voilà, j'en ai fini, monsieur le maire. Alors, l'an dernier, vous supprimez les tarifs pour pouvoir venir assister au gala de danse, gratuité, vous supprimez la cotisation pour être au CSE, vous voulez vraiment devenir l'adjoint le plus populaire de Wattrelos, vous, hein. Il a dit c'est pour le mieux vivre de nos concitoyens. Je le dis parce que vous n'avez pas posé votre micro. Nous le croyons aussi dans notre majorité, donc c'est pour ça qu'on propose cette mesure. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc vous avez bien fait de proposer cette mesure. Merci. Monsieur... Non, madame, pardon, excusez-moi. Madame Lestienne, vous avez le rapport numéro 12. Merci, monsieur le maire. Donc c'est une délibération qui concerne la cotisation annuelle à l'ordre des architectes. En effet, pour pouvoir exercer le métier d'architecte, il faut s'acquitter d'une cotisation annuelle à l'ordre des architectes. Et la ville de Wattrelos a fait le choix d'avoir un architecte au sein du bureau d'études pour assurer les missions de maîtrise d'œuvre en interne. Jusqu'à l'année dernière, c'était la ville qui recevait directement l'ordre de cotisation annuelle. Cette année, l'ordre a revu la procédure et demande à l'architecte en question de régler directement sa cotisation de 720 €. Donc en fait, cette délibération a pour objet d'autoriser le remboursement de cette cotisation à l'ordre des architectes pour pouvoir permettre à l'agent d'exercer sa mission d'architecte pour la collectivité. J'ai terminé, monsieur le maire. Voilà, ce qui s'appelle aussi une adjointe constructive. Donc, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes contre? Des abstentions? J'ai eu peur, monsieur Ricci, je pensais que vous étiez parti. Je ne pensais pas que c'était le tarif de la cotisation qui vous avait fait choir non plus. Bien, pas de vote contre, pas d'abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Avant d'arriver au rapport de monsieur Taleb Ahmed, je lui ai demandé, pour informer toute l'Assemblée, puisque maintenant on n'a plus à se déterminer et à le voter, mais je trouve que c'est essentiel que vous soyez informés, de nous faire une communication très rapidement sur le point sur la prochaine rentrée scolaire et en particulier sur les ouvertures et fermetures de postes. Monsieur Taleb Ahmed, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, c'est un point sur la carte scolaire. Par courrier du 28 février, la direction des services académiques de l'éducation nationale du Nord a communiqué à notre ville des ouvertures et des fermetures de classes pour la rentrée scolaire 2024. Au regard des évolutions démographiques par secteur et des classes à dédoubler dans les écoles en éducation prioritaire, le rectorat a ainsi décidé le retrait de 3 dispositifs de dédoublement dans les écoles élémentaires, Léo Lagrange, Camus et Jean Massé. Le retrait d'un dispositif d'enseignement à l'école maternelle Anatole, France. L'ouverture de 3 dispositifs de dédoublement pour les grandes sections des écoles Marie Curie, José, Ferdinand Buisson. L'ouverture
de 2 dispositifs de dédoublement, grande section, CP, CE1, un à l'école Lavoisier et l'autre à l'école Condorcet. L'ouverture de 3 postes d'enseignants maternels, un à l'école Jacques Brel, un à l'école Camus et un à Condorcet. Avec 8 ouvertures pour 4 fermetures, ce sont donc au total 4 classes et autant d'enseignants supplémentaires pour les écoles waterlooziennes à la prochaine rentrée. Il est important de noter que cette situation positive est exceptionnelle au regard des contextes démographiques régionaux. Je pense qu'on n'a pas à rougir. Sachez enfin que pour répondre à ces nouveaux besoins, la ville a investi en construisant 2 classes supplémentaires au sein de l'école Condorcet, en achetant le mobilier scolaire nécessaire au fonctionnement de ces 2 nouvelles classes, sur inventaire fait auprès des directions, après que tout ce soit prêt, pour que tout ce soit prêt pour le 2 septembre, le jour de la rentrée. J'en ai terminé, monsieur le maire, pour la première. Oui, pour la communication, mais vous avez une délibération derrière, monsieur, le rapport numéro 13. En rapport avec la délibération. Pardon. Ah, zut. Voilà, merci, monsieur le maire. Alors, la délibération du 21 décembre 2023 a autorisé la mise à jour de l'accord intercommunal fixant les conditions de prise en charge réciproque des frais de scolarité des enfants des communes consignataires. Il s'agissait, rappelons-nous, de la dématérialisation de la transmission des actes. Depuis, la ville de Comines a fait valoir son droit de retrait immédiat de dispositifs conformément à l'article 5 de la Convention. Ce retrait n'apporte aucune conséquence sur les conditions d'application de la Convention, dont financières. Il est par conséquent proposé d'autoriser la signature de la nouvelle Convention actant le départ de la ville de la commune. J'ai du mal aujourd'hui. Merci, monsieur. J'en ai terminé. Ça ne m'avait pas échappé, mais... Bon, d'abord, je reviens un peu sur votre communication. 8 ouvertures, 4 suppressions, c'est un solde net positif. Et effectivement, d'après ce que je peux voir dans les communes alentours, on se distingue plutôt positivement, tant mieux pour les jeunes et les élèves waterloosiens. Pour cette communication, voilà, pour la coopération intercommunale, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Et en même temps, comment pourrions-nous contester cette sortie d'une ville qui n'est pas la nôtre? Bon, pas des votes contre. Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur De Matos, aurez-vous autant de chance sur l'évolution du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants? Nous allons le savoir en vous passant la parole sur ce rapport 14. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, par délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal a adopté le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant et l'a rendu applicable au 1er juillet 2023. Dans la continuité et par délibération toujours le 22 décembre 2023, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs et de financement 2024-2028 avec la Caisse d'allocation familiale du Nord relative à la prestation de services unique, la PSU. Désormais, chaque structure municipale, les 3 multi-accueils ainsi que la crèche familiale de la ville, doivent faire l'objet de son propre règlement de fonctionnement. Cela afin de permettre le renouvellement de cette dite prestation de services unique. Cette mise à jour est un acte indispensable à la poursuite du partenariat et du soutien de la CAF dans l'action municipale en direction de la petite enfance. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 42 du 9 juin 2023 et tout règlement de fonctionnement antérieur, valider le règlement de fonctionnement pour chaque établissement d'accueil du jeune enfant et de les rendre applicables au 1er juillet 2024. J'ai dit, monsieur le maire. Et vous avez fort bien dit, M. De Matos. Bien, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention non plus sur cette modification du règlement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Madame Chantry, c'est dans un climat dorénavant apaisé que vous pouvez présenter le rapport numéro 15 et l'évolution de la participation financière de la ville aux frais de fonctionnement des écoles dites sous contrat. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Chers collègues membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, il s'agit de proposer au conseil municipal de voter les montants de la participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement de 4 écoles sous gestion des OGEC, organismes de gestion de l'enseignement catholique. Les écoles concernées sont celles de l'Enfant Jésus, Lacordaire, Notre-Dame-Mousserie et Notre-Dame de Lourdes.
La délibération du 18 avril 2024 a autorisé la signature des protocoles d'accord avec les OGEC de Wattrelos portant sur la précision de la méthode de calcul des forfaits qui, pour l'année scolaire 2024-2025, s'établissent sur la base du compte administratif 2023. Outre l'évolution des dépenses des bâtiments et des ressources humaines affectées au temps scolaire, afin de s'ajuster sur l'évolution des coûts de service, le forfait 2024-25 valorise également l'intervention scolaire des éco-animateurs en année pleine pour les élèves de ces 4 établissements. Les forfaits annuels pour les élèves de ces écoles domiciliées sur la commune sont, par élève de classe maternelle de 1 368 €, par élève de classe élémentaire de 781 €. Par ailleurs, les classes spécialisées des écoles sous contrat bénéficient d'une aide complémentaire qu'il est proposé de fixer à 1 240 €. J'en ai terminé, Monsieur le maire, et merci de votre écoute. Voilà, nous respectons l'engagement que nous avions pris, je le dis, puisque au terme du contentieux qui s'est soldé, vous le savez, par un protocole d'accord, la ville avait pris des engagements de versement qui ont été tenus et respectés pour l'exercice 2024. Il y a un complément sur l'année 2025. Nous avions notamment pris aussi comme engagement, et nous l'avions mis en œuvre déjà dès l'an dernier, que nous adopterions un nouveau forfait sur la base du compte administratif immédiatement N-1. J'ai présenté tout à l'heure le compte administratif 2023. C'est sur ce compte administratif 2023 que les chiffres pour l'année scolaire 2024-2025 ont été arrêtés, tels que vous les avez indiqués, chers collègues. Et donc la ville a pris des engagements, elle les respecte, et comme je l'ai dit, nous sommes dorénavant dans une situation apaisée, et c'est tant mieux pour la scolarité de nos enfants. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, des votes contre, des abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, madame. Nous en arrivons au rapport numéro 16 de madame Basma Amami Belaïd. Je vous passe la parole, madame. Merci. Donc la délibération 16 est une délibération relative au protocole de rappel à l'ordre, qui est un outil de la loi de mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ce rappel à l'ordre, qui est une injonction verbale du maire, pourra être mobilisé pour des situations d'absentéisme scolaire, d'incivilité, de conflits de voisinage. Il pourra être mobilisé à la fois pour les mineurs et les majeurs, et en tout cas, il ne pourra pas être mobilisé pour les crimes et les délits. Pour mobiliser le rappel à l'ordre, on souhaite protocoliser avec le parquet, et donc on propose au conseil municipal, l'assemblée municipale propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à protocoliser avec le parquet. J'en ai terminé. Bien, j'ai été saisi de 2 demandes d'intervention. Alors d'abord de monsieur Ricci, puis de monsieur Soyer sur le rapport numéro 16. Monsieur Ricci, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite exprimer notre satisfaction quant à la mise en place de la mesure de rappel à l'ordre. Cette initiative que nous soutenons pleinement faisait partie de notre programme électoral de 2020 et il s'agissait de notre engagement numéro 5. Cette mesure responsabilise nos concitoyens en rappelant les règles de vie en société et en prévenant des comportements répréhensibles avant qu'ils ne deviennent des délits. Elle permet une intervention rapide et de proximité, montrant que la municipalité est à l'écoute et réactive face aux problèmes de sécurité. Pour les mineurs, l'implication des parents est cruciale. Renforcer le rôle éducatif de la famille et prévenant de la délinquance juvénile, le rappel à l'ordre peut s'accompagner de propositions de médiation et d'orientation vers des services sociaux, des éducateurs, des associations ou d'autres services en offrant des solutions adaptées aux besoins des personnes concernées. Nous sommes donc satisfaits de voir que la majorité reprend une nouvelle fois l'une de nos mesures qu'on avait faites en 2020. Nous espérons que cette initiative améliorera la tranquillité publique et renforcera la confiance entre les citoyens et la municipalité. Ah, c'est dommage qu'on se soit privé de vous aussi longtemps quand même. Hein. Allez, monsieur Soyer. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs,
Je vais raccourcir mon texte puisque notre collègue Ritchie a bien résumé la situation et je partage son point de vue. Nous avions, nous aussi, à l'époque, en 2020, porté cette proposition dans notre projet politique. Nous sommes donc convaincus que cette démarche sera utile pour faire prendre conscience à certains habitants que tout comportement n'est pas acceptable dans notre commune. Le rappel à l'ordre est un outil précieux qui permettra sans doute de calmer certains individus pensant qu'ils ont le droit de tout faire. Il s'agit d'une réponse institutionnelle simple et rapide aux incivilités et aux troubles à l'ordre public. Je ne reviens pas sur les troubles, M. Ritchie les a bien rappelés. Il est important donc de noter que cette mesure renforce le pouvoir de police du maire tel que stipulé dans l'article 2212-2-1 du CGCT. En tant que premier magistrat de la ville, il est essentiel que vous rappeliez, monsieur le maire, que vous êtes le garant de la sécurité, de la tranquillité dans notre commune. Le protocole de mise en œuvre du rappel à l'ordre prévoit une procédure claire et bien encadrée. Lorsqu'un fait est signalé, l'auteur est convoqué par courrier officiel à un entretien après la consultation du parquet. Je vais peut-être abréger là-dessus puisque c'est répétitif avec ce qui a déjà été dit. Nous avons donc deux questions simples à poser. Recevrez-vous les personnes convoquées en présence d'un brigadier de police, comme nous vous le recommandons, ou en présence d'un autre collaborateur? Deuxième question, en cas de non-présentation de la personne convoquée, envisagez-vous l'usage systématique de mesures plus coercitives que la loi vous permet d'appliquer, comme le signalement au parquet, pouvant aboutir sur une contravention, ou bien encore, dans le cas d'un mineur d'âge, le recours à l'information préoccupante adressée au conseil départemental? Nous espérons vivement que cet outil sera utilisé chaque fois que nécessaire pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique dans notre ville. À ce titre, nous sollicitons de votre part, monsieur le maire, un compte-rendu annuel détaillant le nombre de rappels à l'ordre effectués, ainsi que toute précision que vous pourrez légalement communiquer au conseil municipal. En conclusion, nous réitérons notre soutien à cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une ville plus sûre et respectueuse de tous les habitants. J'en ai fini. Merci, monsieur le maire. Bien, bref, si j'ai bien compris, vous approuvez aussi. Alors, madame Amami, vous voulez dire deux mots, peut-être? Il y a une question qui a été posée, sinon je vais essayer de répondre de manière générique. Avant de répondre aux questions, moi je suis ravie qu'on s'accorde, effectivement. Et si vous me le permettez, monsieur le maire, je fais le vœu ou le souhait qu'on s'accorde également à court terme et à moyen terme sur le bien vivre tous ensemble. Pour les questions posées par monsieur Soyer, concernant la personne qui recevra, pas le mise en cause parce que ce n'est pas une procédure pénale, mais la personne qui sera convoquée, le protocole est clair, hein, comme vous l'avez indiqué, monsieur Soyer, c'est monsieur le maire ou par délégation quelqu'un qui sera désigné par monsieur le maire. Si la personne ne vient pas ou que les faits sont réitérés et que la nuisance continue, on en informera le parquet qui évaluera l'opportunité des poursuites. On n'a pas, nous, dans notre escarcelle, et vous le savez très bien, monsieur Soyer, la possibilité de poursuite. Ça relève de l'autorité judiciaire et du parquet, pour être plus précise. Je crois que c'était les questions suivantes. Je crois que c'était concernant. La question, c'est de savoir s'il y avait un représentant de la police qui assistait ou un collaborateur. Ça se définira, je crois. Oui, mais après, c'est à définir. Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, ça c'est à définir. Honnêtement, sur cette procédure, je vous remercie de votre soutien à l'un et à l'autre. C'est la procureure de la République qui m'a écrit pour demander, comme à tous les maires de la métropole, de signer cette convention avec le procureur de la République. Jusqu'à présent, la procédure, sans être formalisée, existe. Vous pensez bien que s'il y a des difficultés, il y a des convocations. C'est en l'occurrence mon adjoint à la sécurité. Ça m'est arrivé plus rarement, je reconnais. C'est une délégation qui lui est faite. Et madame Amami Belaïd est conseillère déléguée à ses côtés.
qui convoquaient parents, familles, lorsqu'il y avait des difficultés. Comme disait M. Jourdain, on faisait un peu de la prose sans le savoir, quoi. On ne le faisait pas savoir. Donc ce type de procédure existait. Elle bute sur une réalité, cette procédure, à la M. Jourdain. C'est que tout simplement, elle n'était pas formalisée en tant que telle. Et le nombre de fois où des rapports transmis, parfois même sur des cas, des demandes de mise en cause plus fortes auprès des services du procureur, nous sont revenus longtemps après une période de silence sans suite et sans lendemain. Et que dire des procédures lorsqu'il s'agit de se tourner auprès du procureur du roi lorsqu'elles mettent en cause des voisins belges. Donc ce que j'apprécie dans cette convention, d'abord, si le procureur de la République veut conventionner avec nous, la ville dit oui, évidemment. Si elle veut qu'on délibère pour lui donner plus force de poids politique, la ville dit oui, évidemment. S'il faut formaliser ces rappels à l'ordre, au sens de la déclinaison légale, la ville dira oui, évidemment. Et très objectivement, je me dis que peut-être obtiendrons-nous plus facilement, parce qu'à côté de ma signature, que je mettrai si tant est que vous votiez évidemment cette délibération, ce dont je ne doute pas, à côté de ma signature, il y aura celle de la procureure, et j'espère donc que les procédures que nous engagerons et que nous transmettrons au parquet seront plus souvent suivies de suite que celles qu'on a trop souvent vu revenir sans suite ces dernières années. Et c'est comme cela, je pense, qu'on aura une architecture cohérente des actions de sécurité liées aux fonctions policières, bien sûr, mais aussi à la dimension de justice dans la mise en œuvre des sanctions nécessaires lorsque des incartades ou des mauvais comportements existent. Voilà, c'est un moyen de formaliser, c'est peut-être aussi le moyen d'être encore plus efficace avec cette systématisation de l'appel au procureur que nous pourrons faire, et j'espère vraiment que nous aurons des réponses dignes de ce nom. Voilà, c'est dans cet esprit que je vous propose que nous signions cette convention. Au-delà des deux interventions, je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions qui sont sollicitées. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? S'agissant d'une procédure de cette nature-là, ça me serait plus confortable de pouvoir dire à Madame la procureure que c'était adopté à l'unanimité par le conseil municipal que ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Merci, Madame. Vous pourrez donc transmettre. C'était donc adopté à l'unanimité. Nous en arrivons au dernier rapport de ce conseil municipal. Madame Dujardin, vous avez le rapport numéro 17. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, cette délibération concerne la tarification des marchés de plein air, des ducasses, des fêtes foraines. Alors, on sait que depuis le 1er juillet 2023, c'est la société Mandon qui gère toutes ces exploitations. Et à ce titre, la société Mandon souhaite jouir de l'article 9.6 de la DSP pour augmenter les tarifs de 2,5%, qui correspond au taux plafond annuel. Cette augmentation va influer sur la redevance en positif, puisqu'elle passera de 62 500 € à un peu plus de 64 000, à quelques centimes, soit une recette supplémentaire de 1 500 € pour la ville. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci, Madame. C'était prévu dans les accords initiaux. C'est une revalorisation telle que souhaitée, sur une concession à laquelle nous devons attacher de l'importance, parce que c'est difficile pour un opérateur d'arriver à équilibrer ses comptes, et notamment en vue de la fréquentation de nos marchés. Et donc, merci à Mandon de son engagement. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, là encore. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, avant de clore la séance, je vous rappelle que vous pouvez consulter, si vous le souhaitez, le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Merci de bien veiller à avoir signé les documents relatifs aux comptes administratifs et au budget supplémentaire avant de quitter vos places. Je pense que les dossiers ont circulé. Est-ce qu'ils ont circulé déjà au 2e rang, au 3e rang aussi? Donc ils sont à peine de retour ici. Eh bien écoutez, je souhaite un bon été à toutes et à tous. Et avant que vous ne sortiez, je voudrais simplement demander aux élus de la majorité de rester sur place. Voilà. La majorité d'aujourd'hui, bien sûr. Bonne soirée à toutes et à tous. Et ben voilà, c'est pas beau ça.